J'étais tellement curieuse et j'avais tellement hâte que j'ai jamais, à aucun moment, appréhendé quoi que ce soit. C'est une sorte de déracinement identitaire, nécessaire et violent. J'étais en vacances à Buenos Aires, en Argentine, et j'ai rencontré ces 5 jeunes hommes, un juif, un chrétien, un musulman, un athée et un agnostique, qui m'ont dit qu'ils voyageaient à travers la Terre pour rencontrer des initiatives interreligieuses. Donc j'ai été hyper intriguée. Je me suis dit, ce projet est incroyable, j'aimerais bien participer. Il y a eu une deuxième édition, ils m'ont rappelé quelques mois plus tard pour me dire voilà, on est en train de monter une deuxième équipe, est-ce que ça t'intéresse de rejoindre. Et donc j'ai rejoint une équipe avec Samir, qui est musulman, Ariane, qui est athée, Lucie, qui est chrétienne, et donc moi je suis juive, et à nous 4, on portait chacun une conviction religieuse ou non religieuse différente, et on a traversé ensemble 32 pays, et dans ces 32 pays, on a rencontré des acteurs de paix et des actrices de paix, qui partout où ils sont construisent des ponts entre personnes de différentes convictions philosophiques, religieuses et politiques. On a rencontré en tout 400 initiatives de paix. C'était parfois des citoyens comme toi et moi, parfois des leaders religieux, parfois des ONG, donc une diversité de profils énorme. Donc je pourrais parler de beaucoup de gens, sans compter tous les gens chez qui on a été hébergés, puisqu'on était hébergés chez l'habitant ou chez des expatriés français. On est parti après 8 mois de préparation du voyage. Moi, à l'époque, quand j'ai décidé de faire le tour du monde, j'habitais à Montréal. J'ai ensuite fait un échange à Sydney. Et Ariane et Lucie étaient à Paris, Samir était à Marseille, donc c'était beaucoup de Skype. Et on a passé globalement 8 mois à rassembler le budget qu'il nous fallait pour partir, c'est-à-dire 100 000 euros. 100 000 euros qui nous sont venus à la fois de nos partenariats avec les diplomaties françaises et américaines, donc le ministère des Affaires étrangères en France et l'ambassade des États-Unis à Paris, qui sont deux gros partenaires. Le troisième étant un centre de recherche qui est basé à Vienne, qui travaille sur l'interculturel et l'interreligieux, pour lequel on était consultant, donc on a nourri ce centre de recherche avec les contenus qu'on a produits tout au long de l'année. Et on bossait aussi avec des mécènes privés, une boîte de production, etc. Donc on a réuni ce budget pendant 8 mois et on a eu finalement assez peu de temps à consacrer à la découverte de l'autre pendant ces 8 mois. Et donc on a découvert l'autre de manière assez, assez brutale, dans ce que ça a de beau et de compliqué, pendant ces 10 mois de voyage. Il y a eu très très peu de malentendus, de conflits ou de tensions, voire aucun, liés à nos convictions religieuses. Pourquoi ? Parce qu'on était parti pour ça et que c'est la diversité dont on était le plus conscient. Les autres diversités qu'on a découvertes, c'est nos diversités de convictions politiques, nos diversités d'éducation, nos diversités de milieux sociaux, nos diversités d'histoire. À titre d'exemple, la famille du côté de ma mère est pied noir d'Algérie, juive, et la famille de Samir et algérienne réfugiée venue en France. Et donc on a paradoxalement une histoire assez proche, mais on peut imaginer que nos familles se sont à un moment fait la guerre. Donc voilà, on se retrouve en fait face à la diversité dans l'équipe, face à la diversité dans les 80 villes qu'on a traversées, donc toujours dans la nouveauté. On n'a jamais de repères pendant 10 mois. Et ça, c'est très compliqué parce que on se raccroche à ces personnes-là avec qui on voyage, qui sont nos collègues de travail, notre famille, plus ou moins, nos amis aussi, parce qu'il faut bien rigoler à des moments aussi. Et ça, c'est très compliqué à gérer parce qu'il n'y a pas de distinction pro-perso. On est dans une proximité, dans une promiscuité qu'on maîtrise pas. On est aussi hyper vulnérable. Moi, ils m'ont vu dans des états émotionnels dans lesquels peu de gens autour de moi, même qui me connaissent très très bien, m'ont vu. Donc tout ça fait que parfois on fait face à des tensions, mais qui sont plus de l'ordre du côté éprouvant de se connaître que de l'ordre de désaccords fondamentaux. Alors,
Je dis souvent que c'est la plus belle et la plus dure année de ma vie. C'est encore vrai 3 ans après. C'était une expérience extraordinaire au sens littéral du mot, c'est-à-dire que c'était en fait une expérience de voyage complètement intensifiée par la dimension temporelle. Donc quand on voyage pendant 10 mois dans 32 pays différents, on se déracine complètement de notre identité. Moi, en l'occurrence, de mon identité de femme française, juive. Personnellement, je sais que je cherchais à sortir de ma zone de confort, de quelqu'un qui a été éduqué dans un milieu extrêmement privilégié à Paris, dans le 16e arrondissement. Et donc je cherchais à sortir de ça. C'est l'une des choses que je recherchais. La deuxième chose que je recherchais à titre personnel, c'est de vivre une expérience très intense qui me mène au bout de moi-même et qui m'enrichisse et qui me fasse vivre autre chose, comprendre des choses. Ça partait vraiment d'une curiosité extrême qui ne m'a pas quittée depuis, qui s'est même renforcée avec le tour du monde. Quand je suis partie, j'étais tellement curieuse et j'avais tellement hâte, j'ai jamais, à aucun moment, appréhendé quoi que ce soit. Ni avant, ni pendant. Et pendant le tour du monde, il s'est passé plusieurs choses. La première chose qui s'est passée, c'est que c'est une belle surprise. C'est que moi, je m'attendais, en sillonnant la planète, à m'enrichir, à me nourrir de nouvelles choses. En fait, il s'est avéré que je me suis mise à nu. J'ai lâché, j'ai laissé, j'ai abandonné beaucoup de choses pendant ce tour du monde, beaucoup de choses qui ne m'étaient pas essentielles. Beaucoup de préjugés, parce qu'on a tous des préjugés, il suffit juste de réaliser qu'on a des préjugés pour savoir qu'on en a. Et tout le monde a des préjugés, c'est juste une forme de mécanisme et de raccourci intellectuel. On a des préjugés à différents niveaux, évidemment, mais on en a tous. Donc je me suis libérée de beaucoup de préjugés. Je me suis libérée de beaucoup de choses que je pensais être des certitudes, qu'aujourd'hui je réalise n'être que des convictions profondes, qui ne sont pas des certitudes. Et la troisième chose qui m'est arrivée, qui a été la plus difficile et qui est toujours aujourd'hui la plus difficile parce qu'on se remet difficilement d'une expérience comme celle-là, c'est une sorte de déracinement identitaire extrêmement nécessaire et violent. Je suis infiniment reconnaissante d'avoir vécu ça, et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant. Qu'est-ce que je veux dire par déracinement identitaire ? Je veux dire que quand on voyage 10 mois dans 32 pays, sans sa famille, sans aucun repère, avec 3 personnes qu'on ne connaît pas, on se retrouve face à des réalités qui nous questionnent non seulement sur l'état des choses elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah, il y a des choses comme ça qui existent en dehors de ce que moi je connais », mais on se dit aussi « Est-ce que ce que je connais est valable ?» Et je raconte souvent cette rencontre qui est un peu pour moi le summum du déracinement identitaire que j'ai vécu. Je me suis retrouvée à Singapour au bout de 8 mois de voyage, ça devait être, je sais pas, le 25e pays, face à une jeune femme qui avait mon âge, qui m'expliquait dans un débat assez houleux que pour elle, la sécurité et l'harmonie sociétale étaient bien plus importantes que la liberté d'expression. Et moi, j'avais très à cœur, et j'ai encore aujourd'hui très à cœur, c'est la liberté d'expression comme valeur extrêmement importante. Je pense que c'est un héritage français, aujourd'hui je le reconnais. Mais pour moi, c'était, au moment où je lui faisais face, c'était quelque chose de tellement ancré en moi, tellement impossible et difficile à questionner. Et pourtant, après tant de mois à rencontrer tous les jours, 3 fois par jour, des personnes qui ont des visions du monde différentes de la mienne, j'étais un peu... mes convictions volaient autant que je volais au-dessus de la réalité, quoi. Et pour la première fois de ma vie, et je pense que ça ne m'est jamais arrivé depuis, et ça m'arrivera très difficilement à nouveau, j'ai compris ce que c'était que de relativiser entièrement et complètement une conviction qui avait fait une partie de ma vie. J'étais face à cette jeune femme brillante, très armée intellectuellement, qui m'expliquait une hiérarchie de valeurs différentes. Et je me suis dit, je suis incapable complètement de construire avec des arguments rationnels valables un argumentaire qui me permette de lui démontrer que ma hiérarchie de valeurs est plus valable que la sienne. Et à ce moment-là, non seulement je le pensais intellectuellement, mais je l'incarnais émotionnellement. Et c'est cette incarnation émotionnelle qui est très rare. Quand notre corps est traversé par une forme d'angoisse liée à cette incertitude, ça change une vie. Et donc à ce moment-là, je me suis dit que je vivais le tour du monde dans toute sa splendeur. Et voilà, et ce moment m'a beaucoup marqué. Et après, je me suis réapproprié cette hiérarchie de valeurs en me disant, voilà, ce n'est plus une certitude,
Ce sont des convictions profondes qui sont liées à mon éducation, au milieu dans lequel je suis née, dans lequel j'ai évolué. Je les affirme et j'y crois. Et non pas mais je reconnais qu'elles sont circonstancielles, elles sont liées à mes circonstances, donc elles sont importantes pour moi, mais pas absolues. Quand on fait un tour du monde où on rencontre des acteurs de paix, on est forcément ébloui par la force de la résilience et de la détermination humaine. Parce que une femme en Israël qui décide de monter un cercle de femmes ayant perdu du côté israélien comme du côté palestinien leurs enfants dans la guerre et qui raconte les larmes aux yeux l'histoire de la mort de ses enfants et la jeunesse de ce projet et des rencontres bouleversantes avec des femmes palestiniennes 8 mois après avoir perdu son fils dans la guerre, c'est d'une puissance sans nom. Et on se dit, et moi qui n'ai pas pardonné à ma sœur, à ma mère, à ma grand-mère ou à ma meilleure amie, cette petite broutille dont je ne me souviens même pas de l'origine, quelle est ma notion du pardon? Quelle est mon ambition morale dans mes relations humaines, quoi? Et on se pose ces questions-là et on est forcément optimiste. On est forcément optimiste sur la capacité humaine à dire vous savez quoi, je ne veux pas de cette haine, je ne veux pas de cette violence, je ne veux pas de cette situation terrible dans laquelle j'ai vécu, je n'en veux pas ni pour moi ni pour mes enfants, et donc je vais agir pour la paix. Donc on est forcément bouillonnant d'inspirations diverses quand on rentre. Après, j'ai aussi découvert ce que c'était la pauvreté extrême. J'avais jamais vu des enfants qui vivent sur des décharges dans les banlieues de Bogota. J'avais jamais vu des réfugiés syriens et palestiniens qui vivent aux frontières et dans le Liban, qui sont dans une pauvreté extrême, mais une pauvreté pas seulement financière, aussi une sorte de misère, parce qu'ils subissent un racisme extrêmement fort de la part de la population libanaise qui voit les Syriens comme intellectuellement inférieurs. Enfin, je généralise, ce n'est pas la population libanaise, mais ce préjugé existe vis-à-vis des Syriens au Liban en tout cas. Donc oui, on découvre aussi ce qu'est la violence de la condition humaine. Donc c'est difficile de tirer un bilan, le bilan est mitigé. Par contre, on revient en se disant qu'il y a un truc qui est évident pour moi, c'est qu'il n'y a pas assez de presse, il n'y a pas assez de documentation, il n'y a pas assez de visibilité des initiatives qui sont porteuses d'espoir dans le monde. Il n'y a pas assez de beauté dans ce qu'on entend du reste du monde. Moi, les pays qui m'ont le plus marqué, je pense spontanément, c'est le Rwanda, Israël, la Palestine, le Liban, le Vietnam. C'est des pays qui ont des histoires qui sont difficiles, mais dans lesquels il y a tellement de choses dont il faut s'inspirer au niveau relationnel que mon Dieu, j'aimerais qu'on ne voit que ça, quoi. Quand on voit le traitement médiatique du conflit israélo-palestinien, c'est déprimant. Alors qu'il y a aussi beaucoup de belles choses, et ce n'est pas pour renier la difficulté du conflit, quoi. C'est juste pour dire qu'il faut aussi valoriser les gens qui portent l'espoir. On a été marqués par certaines initiatives. Par exemple, au Rwanda, qui est un pays qui nous a beaucoup marqués, on a étudié notamment la réconciliation post-génocide. Et le Rwanda, c'est un tout petit pays qui fait à peine la taille de l'Île-de-France. Et dans un petit pays de la taille de l'Île-de-France, quand on se massacre dans le cadre d'un génocide, on se massacre entre voisins. Et donc, 20 ans après le génocide, on est obligé de reconstruire à côté, littéralement, des gens qui ont massacré notre famille et nos frères et sœurs et nos parents. Et donc, c'est un pays qui est fascinant
de beauté humaine parce qu'il y a une force de résilience qui est énorme. Il y a 2 initiatives qui nous ont marquées là-bas. La première, c'est le Interfaith Commission of Rwanda, donc en français la Commission interreligieuse du Rwanda, qui est à l'initiative de l'archevêque et de l'imam du pays, qui ont décidé après le génocide qu'il fallait reconstruire un tissu social dans le pays et que le dialogue était si compliqué qu'il fallait reconstruire un dialogue sans les mots, articuler des mots et poser des concepts sur des émotions. C'est très très difficile quand on est en souffrance et quand on a vécu un traumatisme. Et donc ils ont organisé des trocs d'objets entre les familles qui ont vécu ou perpétué le génocide. Et donc ils se sont retrouvés avec des familles chrétiennes et musulmanes qui s'échangeaient des poules contre des vaches, des couverts contre des draps, en reconstruisant voilà, ce lien social qui ne pouvait pas exister par la parole, mais qui existait par des actes. On a trouvé ça d'une certaine force, cette initiative. On a également rencontré l'organisation internationale qui a fondé le mémorial de Kigali. On a trouvé la manière dont ils ont repensé pareil, la cohésion sociale assez fascinante puisque ils ont décidé de reconstruire des familles artificielles entre orphelins du génocide. Des personnes qui avaient perdu toute leur famille dans le génocide se retrouvaient dans une certaine fraternité avec des personnes qui avaient vécu la même chose et qui élisaient entre eux des grands frères, des grandes sœurs et qui retrouvaient la chaleur familiale qu'ils avaient perdue. Donc voilà, cette initiative interreligieuse nous a paru particulièrement puissante parce que c'était l'utilisation du lien de la communauté religieuse au service du tissu social dans un conflit qui n'avait, lui, rien de religieux. Le Liban aussi nous a beaucoup marqué, notamment une initiative qui utilise le théâtre pour rassembler les communautés de différentes convictions qui se sont fait les guerres pendant la guerre civile. Notamment des communautés sunnites, chiites, chrétiennes, orthodoxes, maronites, druzes, et les font jouer tous et toutes ensemble sur un plateau de théâtre et sillonnent le Liban pour montrer une histoire de réconciliation. Ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué aussi, l'art comme forme de langage universel, entre guillemets. En fait, il y a forcément un effet par lequel les pays qui ont l'histoire la plus douloureuse sont d'autant plus marquants de par la force de résilience des personnes qui portent les initiatives de paix. On a sillonné les territoires israélo-palestiniens. Il y a une initiative qui nous a beaucoup marqué par sa lucidité sur la réalité de la perception du conflit à l'international. C'est une initiative qui se passe à Hébron. Hébron, c'est une ville hyper particulière en Israël-Palestine parce que c'est une ville qui représente vraiment hyper bien le conflit. C'est une ville qui est scindée en deux, en fait, qui est habitée à la fois par des populations israéliennes et des populations palestiniennes. C'est la ville qui abrite les tombeaux des 3 couples fondateurs des 3 monothéismes, que sont Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca et Jacob et Léa. Et ces tombeaux sont aujourd'hui sous un édifice qui est scindé en deux, qui est à moitié une mosquée et à moitié une synagogue. Et donc la synagogue a une entrée pour les habitants israéliens et la mosquée a une entrée pour les habitants palestiniens. Et c'est une ville qui est scindée en deux à tout niveau, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments dans lesquels il y a un étage israélien, au-dessus un étage palestinien, et ainsi de suite. Il y a des rues dans lesquelles il y a littéralement un trottoir qui est habité par des populations israéliennes et un trottoir qui est habité par des populations palestiniennes. Et donc les Palestiniens ne peuvent pas traverser la rue sous peine d'être en territoire israélien contrôlé par l'armée israélienne et donc s'exposant à des réprimandes militaires, quoi. Quand on se balade dans le marché qui est dans la partie qui est habitée par les Palestiniens, juste au-dessus il y a les terrasses des bâtiments et des appartements habités par des Israéliens et donc les Palestiniens reçoivent des pierres lancées par les Israéliens à longueur de journée. Enfin, c'est vraiment un territoire qui est la cristallisation et la symbolique parfaite du conflit. Et à Hébron, il y a une initiative qui nous a beaucoup marqué parce qu'on l'a faite, on a vécu cette expérience. C'est une visite à double narratif pour les gens qui viennent visiter les territoires israélo-palestiniens, où on fait la moitié de la journée avec un guide palestinien qui donne à voir la réalité de cette ville du point de vue des populations palestiniennes, et un guide qui est israélien et qui donne à voir la réalité
des populations israéliennes qui y vivent. Et donc, on fait face à la réalité et à deux narratifs radicalement différents qui racontent l'histoire d'une même ville, l'histoire d'un même territoire, mais avec des points de vue et un historique qui sont irréconciliables. Et c'est vraiment fascinant parce qu'on ressort de là en étant complètement confus, en ne sachant absolument pas quoi en penser. En ayant un vécu de l'endroit sentimental, émotionnel très fort. Mais moi, en tout cas, à titre personnel, aucune capacité rationnelle de faire sens de ce qu'on a vécu, en fait. Et pour moi, c'est vraiment à l'image de ce conflit, en fait. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans des ressentis et des vécus humains qui sont difficilement exploitables conceptuellement, politiquement, dans un discours philosophique sensé, quoi. J'ai été intriguée par ce projet aussi parce que je ne m'étais pas assez posé dans ma vie la question de mon identité juive. Et je suis partie en revendiquant l'étiquette parce qu'évidemment c'est pas du tout le but du projet que de représenter la communauté juive. À aucun moment je n'ai représenté la communauté juive. Malgré tout, quand on explique autour du monde qu'on est une juive, une chrétienne, une athée et un musulman, forcément on porte une forme d'étiquette. Donc je me suis posé la question avant de partir de à quel point je suis prête à porter cette étiquette-là, sachant que ma mère n'est pas juive. Je suis juive du courant libéral. Je suis juive parce que je considère avoir été éduquée dans la culture juive et que c'est une identité dans laquelle je me retrouve. Et donc, quand j'ai décidé de partir avec cette identité-là, j'étais consciente du fait que j'allais faire face à beaucoup de scepticisme vis-à-vis de la manière dont je revendiquais cette identité. J'ai eu des discussions assez houleuses avec des personnes de toute conviction, des rabbins aussi, qui m'expliquaient que je n'étais pas juive parce que ma mère ne l'était pas. Moi, je considère que l'identité est choisie. Et j'ai aussi évidemment rencontré des communautés juives qui m'ont confortée dans cette relation que j'avais avec la religion juive. J'ai été extrêmement marquée par mon passage en Israël. On y était au moment de Kippour, qui est l'une des fêtes les plus importantes dans la religion juive. Et j'ai cassé le jeûne de Kippour devant le mur occidental, avec Lucie, qui est chrétienne, qui a cassé le jeûne avec moi. J'ai ressenti une émotion spirituelle que je ne me connaissais pas. Donc j'ai découvert ça, j'ai redécouvert ma relation un peu intellectuelle à cet héritage culturel. J'ai découvert une forme d'attachement très fort à cette communauté qui pourtant, elle, ne me reconnaît pas toujours comme faisant partie d'elle-même. Donc voilà, j'ai vraiment exploré différentes facettes de mon judaïsme. J'ai été marquée par une rencontre notamment au Maroc. Je me suis retrouvée à une soirée avec deux personnes qui m'ont vraiment mis face à ma relation à mon judaïsme. Une première personne qui s'appelle Shama, qui est l'une de mes très bonnes amies maintenant, qui elle est marocaine, musulmane, et qui s'est découvert des origines juives qui ont été pour elle une révolution et une sorte de chaos identitaire aussi terrible, puisqu'elle avait été élevée avec l'idée que le peuple juif était le peuple ennemi. Donc le fait de se découvrir des origines juives a été hyper puissant pour elle. Aujourd'hui, elle se dit musulmane avec des origines juives. Et j'ai rencontré Daniel, dont je suis aussi encore aujourd'hui assez proche, qui lui est chrétien avec des origines juives. Donc nous étions voilà, une musulmane avec des origines juives, un chrétien avec des origines juives, et à l'époque je me définissais comme telle, une athée avec des origines juives. Et nous avons une discussion proche de l'absurde, où on se décrivait chacun nos parcours spirituels, intellectuels et religieux. Et je me suis dit, voilà, je ne suis pas seule à vivre cette dualité entre culture, religion, héritage intellectuel. Moi, je suis dans une famille où d'un côté on est un peu pratiquant, de l'autre il y a une sorte d'anti-religiosité très forte. Donc voilà, j'ai réexploré ça et j'ai appris à accepter de dire que j'étais juive non croyante. Qu'il était possible et viable spirituellement et intellectuellement de dire que j'avais une origine et une histoire juive à laquelle je tenais, que je faisais mon identité, parce que c'est pas forcément le cas de mon frère ou de ma sœur, et qu'en même temps j'étais non-croyante et je l'affirmais, avec force et décontraction. Quand j'étais jeune et qu'on me demandait de quelle religion j'étais, je répondais que j'étais juive, sans comprendre d'aucune manière ce que ça voulait dire. Et après, en grandissant, je me suis affirmée comme étant athée. Du coup, aujourd'hui, je suis juive non-croyante,
Donc je suis extrêmement attachée à mon histoire. Je pense que si je me marie un jour, je voudrais absolument garder mon nom de famille. Pendant le tour du monde, on est passé à Auschwitz. Ça fait quelque chose de se retrouver face à des valises qui portent notre nom de famille, par lesquelles on s'imagine nos ancêtres décédés dans ces murs. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux garder mon nom. Du coup, quand on a fait un tour du monde sur l'interculturel et l'interreligieux, on se retrouve dans beaucoup de discussions sur ce que c'est, sur à quel point la religion c'est bien ou mal. Et c'est très... c'est au final, pour être complètement honnête avec toi, un sujet que moi je trouve très ennuyeux. Parce que c'est un non-sujet en fait, la religion c'est une sorte d'outil, c'est un moyen. Pour moi, c'est pas une fin en soi, si on le pense en termes de bien ou de mal. Ça doit être une fin en soi pour des gens qui sont extrêmement croyants, etc. C'est pas du tout cette voie que je porte. Je dis simplement que si on est dans des considérations éthiques et philosophiques, on peut pas se dire est-ce que la religion c'est bien ou mal, ça n'a aucun sens. La religion, telle que nous, on l'a vécue à travers les 32 pays qu'on a traversés, c'est un levier d'action sociale extrêmement puissant. Parce que c'est un liant entre les gens. Et ce liant entre les gens, il permet de fédérer les communautés au service d'enjeux sociaux et environnementaux parfois. Je vais prendre un ou deux exemples. En Inde, on a rencontré la communauté sikh d'Amritsar. Amritsar, c'est l'endroit le plus sacré pour la communauté sikh, c'est là où est le temple d'or. Et dans ce temple sikh est la plus grande cuisine gratuite du monde. C'est une cuisine qui sert tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 200 000 repas à n'importe qui traverse ses portes. Quelles que soient ses religions, ses origines sociales, quelle que soit la personne qu'il ou elle est, n'importe qui a le droit à un repas chaud, végétarien, aussi abondamment qu'il veut être servi, il l'est, dans ses murs. Et cet endroit est la représentation du levier d'action sociale que peut être la religion. C'est-à-dire qu'il y a je ne sais combien de volontaires qui cuisinent, servent et ensuite font la vaisselle pour 200 000 repas tous les jours, complètement gratuits. C'est vraiment hallucinant. Un autre exemple également en Inde, c'est des milliers d'étudiants qui sont toutes les semaines mobilisés par un ashram. Donc un ashram, c'est un centre spirituel en l'occurrence hindou, qui mobilise toutes les écoles du quartier, donc des écoles chacune affiliée à une conviction religieuse, donc hindou, bouddhiste, chrétien en l'occurrence. Et toutes les semaines, ils mobilisent des milliers d'étudiants qui se retrouvent, qui enfilent des gants, qui prennent des balais et qui vont nettoyer les rivières du Gange. Le Gange, aujourd'hui, c'est la source de vie encore de millions d'Indiens. C'est une source d'eau qui est extrêmement polluée, qui est à l'origine d'énormément de maladies, d'un très fort taux de mortalité en Inde. Et donc, c'est une action qui est très largement nécessaire que de purifier cette eau. Nous, quand on s'est retrouvés au milieu de ça, on nous avait dit 2 jours avant ah, on est désolé, on a vraiment organisé un truc hyper à l'arrache, c'est complètement spontané, on n'a vraiment pas beaucoup de monde. Venez quand même pour voir, mais voilà, on sera pas beaucoup. Et on se retrouve au milieu de milliers d'étudiants et on se dit pas beaucoup, chez nous c'est 8. Là, ils étaient quoi, 3000. Et voilà, ils sont mobilisés par cet ashram qui, au nom de ses convictions spirituelles, organise cet acte-là. Et on se dit, je sais pas si la religion c'est bien ou c'est mal, mais si on pouvait voir plus de choses comme ça arriver dans le monde, ce serait cool en tout cas. Donc peut-être qu'on peut le reproduire avec d'autres forces, j'en suis persuadée. Il y a d'autres liens dans nos sociétés. Il y a peut-être des convictions, je sais pas, politiques, idéologiques, j'en sais rien, philosophiques aussi. En tout cas, la religion, quand elle est utilisée à ces fins-là, elle est extrêmement efficace. Alors évidemment, quand elle est utilisée à d'autres fins, elle l'est aussi. En tout cas, c'est un lien intéressant. Le retour, alors il y a 2 retours. Il y a un premier retour qui fait suite aux 10 mois de tour du monde. Donc en 10 mois, on traverse 32 pays et on rentre chez nous. Et là, on entame un tour de France. Un tour de France dans 70 villes de France pour donner une centaine de conférences. En général 2 par jour, une en milieu scolaire, une dans un lieu public. Et on témoigne devant des personnes qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam de ce qu'on a vécu à la fois dans l'équipe, à 4,
et des initiatives qu'on a rencontrées. Donc ça, c'est un premier retour où il nous est donné, pour la première fois de cette année-là, de rendre en fait tout ce qu'on a reçu pendant un an. Parce que quand on se tait pendant 10 mois et qu'on reçoit autant de choses, on est au bout d'un moment complètement submergé et paralysé par une forme de gratitude non exprimée. Et donc ce Tour de France, c'est l'occasion d'avoir la sensation de rendre un millième du dixième de ce qui nous a été offert en termes d'hospitalité et de générosité. Donc ça, c'est le premier retour. Après, c'est un retour qui est loin d'être complet parce qu'évidemment, on continue à voyager à travers ses propres paroles. On continue à vivre à 4 pendant 2 mois, sans week-end. On continue à être sur les routes de France, puisqu'on fait une ville par jour pendant 2 mois. On continue à être interviewé par des radios, par des journaux. Et donc on continue à être dans la représentation. Après, il y a le deuxième retour, donc je me souviendrai toute ma vie. J'en suis certaine de ce jour-là. On a fini notre tour du monde à Bordeaux, dans la mairie de Bordeaux. On a donné une énième conférence là-bas. Et il y a 2 choses qui ont marqué la fin du tour du monde. La première, c'est qu'on a relu les engagements mutuels qu'on avait pris les uns par rapport aux autres avant de partir dans l'équipe. On avait pris des engagements mutuels tels que de se laisser une liberté totale, sauf lorsqu'on se mettait personnellement en danger, tels que de faire l'effort d'être dans la bienveillance constamment. Et lors de notre dernière conférence, on ne l'a fait qu'une fois. On a relu ces engagements mutuels devant l'Assemblée. On était tous les 4 quasiment en larmes. Et c'était une relecture littérale de ces engagements mutuels, mais aussi assez métaphorique de notre tour du monde, quoi. On a revu les manquements et les apports qu'on avait eus les uns vis-à-vis des autres pendant un an. Et ensuite, on a pris un train pour Paris, et le plus gros choc de tout ce tour du monde, c'est le réveil du lendemain du Tour de France. Où je me suis réveillée et j'ai compris ce que ça voulait dire de ressentir le vide intersidéral. Le vide entier et total, le vide d'activité, le vide de perspective aussi, parce qu'on a des horizons sans fin quand on fait un tour du monde. Tous les jours, on étend l'horizon. Et là, on se retrouve dans la ville qu'on a toujours connue, quoi. Le vide humain aussi. Tout d'un coup, on est seul. On a voyagé pendant un an avec 3 autres êtres humains qui ont pris beaucoup trop de place. Et là, il n'y a plus personne pour prendre la place. C'est nous-mêmes qui devons retrouver notre place avec nous-mêmes, et c'est compliqué. Donc voilà, le vide entier et total, super dur. Moi, j'ai fait des insomnies pendant plusieurs semaines. J'avais des sortes de redescentes, comme si j'ai pas pris 1000 drogues dans ma vie, mais comme si j'étais sous une sorte de drogue surpuissante qui me traversait les veines, quoi. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Ouais, j'avais des rushs d'adrénaline, littéralement. Je pense que c'est toutes les émotions que j'avais pas digérées qui remuaient en moi, que je n'ai toujours pas entièrement digérées. Et ensuite, je suis retournée à Montréal. C'était extrêmement difficile de reprendre les études. Donc j'ai vécu quelques mois très 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 compliqués où j'avais aucune idée de ce que je faisais là, à part obtenir un diplôme pour lequel mes parents avaient payé. J'ai eu la chance de tomber amoureuse cette année-là. Et ça m'a sauvé mon année. Je me suis redécouverte avec quelqu'un, ce qui était plus rassurant que de se redécouvrir seule. Quelqu'un qui m'a beaucoup rassurée dans cette quête de sens. J'ai vécu différentes périodes. Il y a eu une première période de douleur, de sevrage en fait, de réalisation que c'était terminé. Et donc d'assèchement, intellectuel, spirituel et humain, par rapport à une réalité que je trouvais, un quotidien et une routine que je trouvais franchement ennuyant, quoi. Ennuyante, complètement ennuyante. Il y a eu une deuxième période de reconnaissance où je me suis dit que voilà, il était temps de transformer ce qui m'avait été donné de voir et de vivre. Et aujourd'hui, je commence à être sereine par rapport à ce que j'ai vécu. Alors pas entièrement, hein, évidemment. Pas entièrement parce que y a un mix encore de culpabilité, d'ennui par rapport à cette réalité du quotidien qui est quand même une routine, qui est quand même un CDI, qui est quand même des préoccupations moins excitantes que celles
d'arriver jusqu'à cette prochaine ville du Burkina Faso à 50 km de Ouagadougou où on est en train d'aller pour rencontrer telle initiative. Donc ça reste compliqué de trouver de l'énergie dans des actes plus routiniers. Par contre, ça apporte, et ça c'est quelque chose que je chéris et que je compte garder, des impondérables dans les relations humaines. Quand on est accueilli, nourri, logé, blanchi, baladé dans le pays, présenté à tous les amis d'une personne qu'on n'a jamais vue dans notre vie et qui n'a aucune raison et aucun intérêt personnel à faire ce qu'elle est en train de faire, on se dit, quand on est rentré chez nous, que peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait plus faire, rien que parce qu'on voit à quel point eux, ça leur procure de la joie et qu'on se rend compte que c'est quand même super sympa à faire aussi parce que voilà, on partage des choses assez exceptionnelles avec quelqu'un qui découvre notre réalité, notre pays. Le deuxième impondérable, c'est le sens de l'écoute. Le sens de l'écoute qui est vraiment une qualité qui se cultive. Moi, j'ai appris à écouter pendant ce tour du monde, parce que d'autant plus, je pense, dans le milieu très privilégié dans lequel j'ai été élevée, avec une forme d'intransigeance intellectuelle ashkénaze très forte, et une sorte d'esprit de compétitivité lié au succès rapide et tardif de ma famille. On s'écoute plus parler qu'on attend d'entendre ce que les autres ont à dire. Et puis voilà, ça a été mon métier en fait, d'écouter les gens pendant 1 an. Et donc ça a forgé des capacités d'écoute, tout simplement. Et j'ai compris que certaines choses que je considérais être des droits jusque-là étaient en fait des privilèges, notamment ce qui est un droit en France, le droit à la sécurité et le droit à la mobilité. Quand on est face à quelqu'un en Palestine et qui n'a pas le droit de sortir, c'est pas le cas de tous les Palestiniens, mais c'est le cas de beaucoup de Palestiniens qui n'ont pas le droit de sortir de Palestine. On se dit qu'on a beaucoup de chance d'avoir un passeport français qui nous donne accès à 95% des pays de la Terre. Quand on me demande ce que l'Interface Tour avait de spécial ou d'exceptionnel, ou les plus beaux moments, etc., je dis souvent qu'en fait, l'Interface Tour, c'était un voyage comme les autres. Tout ce que j'ai vécu dans ce voyage, vraiment sans aucune exception, j'aurais pu le vivre dans n'importe quel autre voyage, dans n'importe quelle autre condition, dans n'importe quelle autre expérience. C'est juste que absolument toutes les conditions étaient réunies pour que je le vive de manière intense et bouleversante. Et donc, l'apprentissage de vie que moi j'essaie de m'appliquer tous les jours, c'est de me dire qu'il ne faut pas attendre le voyage pour vivre des trucs cool. Franchement, évidemment, je me retrouve hyper souvent, à chaque fois que je voyage, à chaque fois que je prends un bus, un train, que je rencontre une personne un peu à la volée, je me dis « Ah, il y a vraiment que les voyages qui te permettent ça ». Non, il y a vraiment une disponibilité d'esprit qui permet ça. Je pense qu'on se prive trop des gens qui sont trop proches de nous. Et moi, quand je suis rentrée, j'ai franchement un peu redécouvert tous les gens qui m'entouraient, quoi. J'ai posé des questions différentes. C'est redécouvrir les personnes qui vous entourent. Parce que vous les aimez pour une raison. Et vous avez forcément sous-exploité cette raison.